Bonjour. Donc aujourd'hui, en fait, je préparais juste un travail sur c'est bon, le micro, de la langue maternelle à la langue d'enseignement et l'expérience du sicilien, car on a commencé bien avant les Tunisiens la procédure de reconnaissance de la langue tunisienne. Et je commencerai donc mon intervention avec une question. Est-ce que le choix des langues d'enseignement et d'apprentissage est la principale cause d'échec scolaire de l'enfant? Et quelle relation existerait-il entre la langue maternelle et la langue officielle? Le linguiste algérien est lui-même donc auteur de plusieurs ouvrages et articles sur l'histoire et l'évolution des langues en Algérie, dont le Maghribi, alias El Derja, ou encore langue maternelle et citoyenneté en Algérie, fut le premier en Algérie à avoir souligné l'importance des langues maternelles et à avoir introduit le concept de Maghribi, donc comme langue maternelle du Maghreb. Et lui-même donc avait émis la thèse du punique, la langue introduite par les Phéniciens en Afrique du Nord pendant la période pré-islamique. L'évolution du punique en contact avec le berbère et l'arabe lui dit a donné naissance à la derja maghrébine, ou ce qu'il lui-même appelle le Maghribi. Et je cite une citation de lui-même, il dit « Le fond du problème est de définir une bonne fois pour toutes ce qu'est une langue maternelle ou native. De lors que dès que l'on s'accordera sur son support et ses fonctions de nature biologique et génétique, en somme, la langue maternelle est l'ancrage social d'un support fonctionnel dont le centre se situe dans le cerveau de chaque sujet. Voilà qui donne à la notion d'identité linguistique un statut matériel et social incontournable, loin des spéculations politico-idéologiques. » Fin de citation. Alors, il y a 3-4 mois, j'étais invité par l'UNESCO qui a reconnu, comme il a dit Hamzi Cherif, donc le sicilien une langue, donc comme langue, pour participer à un colloque qui était organisé par le département d'éducation et enseignement et qui réunissait une vingtaine d'experts dans le domaine des sciences de la langue et de l'éducation, dans le but d'examiner le bilan international des activités menées dans la dernière décennie en faveur des langues maternelles considérées toujours comme véhicules d'enseignement. Nous tous donc avons exprimé de nombreuses recommandations, dont l'une d'elles semble, à mon avis, mériter une attention particulière. Nous avons demandé à l'UNESCO de s'exprimer et de prendre une position claire et nette sur l'exigence de l'intégration de la langue maternelle dans tout processus d'enseignement et de saisir chacune ou chacun des gouvernements de ce problème, afin qu'on réfléchisse à l'importance des langues maternelles comme instrument de développement global, socio-éducatif et socio-économique. Alors, le fait de poser le problème à l'échelle déjà internationale représente un processus nouveau et oblige une remise en cause de la politique d'enseignement en Occident et dans les pays africains, particulièrement concernés. Alors, de nombreux États affrontent déjà le problème et la différenciation entre langue au pluriel national et langue encore au pluriel d'enseignement, comme c'est le cas pour la Tunisie et pour la plupart des pays africains. N'oublions pas que nous ne sommes pas le seul pays dans le continent à faire face à un ou plusieurs problèmes linguistiques. Prenons comme exemple la République démocratique du Congo, où le Lingala, le Swahili, le Kikongo et le Tsiluba, langue maternelle de Congolais, se mélangent au français langue d'enseignement. Alors, d'où vient-il le problème? Je pense que le problème naît de cette centralisation du pouvoir, apparue jusqu'ici comme modèle indiscuté de toute mise en place d'un appareil d'État, investi de la mission de créer une nation, que ce soit en France, ou que ce soit en Italie, ou que ce soit en Tunisie, sans que jamais cet idéal n'ait été repris par des éléments significatifs de la population, et donc une centralisation aveugle s'exerçant au mépris de toute liberté et identité de l'individu.
D'ailleurs, je suis fort convaincu que l'une des dominations, ou peut-être la domination la plus présente, qui a engendré le centralisme étatique et la domination linguistique et culturelle. Car cette domination contient toutes les autres formes de domination. La langue maternelle devient donc opposée à la langue nationale dite du savoir, laissant entendre qu'il existe une hiérarchie irréversible dont le niveau mineur, la langue maternelle, qui pourtant nourrit la structuration de l'enfant, ne lui permet pas, lorsque celle-ci n'est pas la même que la langue d'enseignement, d'être correctement structurée en fonction de la connaissance à recevoir. Alors, dans ces cas-là, il s'agit bien de ce qu'on appelle la glottophagie, c'est-à-dire donc cette tendance qui a un idiome donc à faire disparaître un autre idiome, et qui est érigée en principe et qui impose la destruction de l'autre à travers la destruction de sa langue. En situation de conquête, une des modalités de l'oppression d'un peuple ou d'une communauté passe par la domination exercée sur sa langue. C'est ainsi que des langues des traditions orales sont évincées du champ social par le pouvoir de l'écrit. Un exemple est donné par notre langue tunisienne, à nous tous très chère. Après cette introduction générale, dont je passerai un peu à vous parler de l'expérience du sicilien, l'expérience personnelle qui concerne tout un processus assez long de standardisation et d'officialisation de la langue sicilienne, entrepris depuis quelques années déjà en Sicile. Et tous les linguistes, ou enfin certains linguistes siciliens, nous avons déjà commencé par nous poser certaines questions fondamentales afin de pouvoir cibler le sicilien en tant que langue. Nous avons commencé par nous poser la question suivante. Est-ce que le sicilien représenterait une langue d'enseignement entendue comme langue employée pour dispenser un programme précis dans un cadre d'enseignement formel ou informel? Ou encore, il s'agit d'une langue locale et donc de langue parlée dans une ou plusieurs communautés du pays, mais qui n'est pas pratiquée à l'échelle nationale ou internationale, ou bien encore il s'agirait d'une langue maternelle et donc d'une langue acquise par un individu dans son environnement domestique, en tant que première langue, parfois appelée langue du foyer. Alors, ce qui était sûr, c'est le fait qu'il s'agit d'une langue nationale entendue comme langue d'usage courant et en utilisation actuelle à travers un pays ou dans certaines parties de son territoire, et souvent symbolique de l'identité de ses locuteurs. Il peut ou pas avoir le statut de langue officielle, qui est la langue désignée par l'État pour des fonctions officielles telles que l'administration, l'éducation, etc., dans son langue nationale. Alors, nous avons commencé il y a 10 ans avec une série de questions que nous avons adressées à la population siculophone et italophone. Selon l'âge, les personnes âgées en Sicile, à peu près les 90% des personnes âgées sont des siculophones et ou italophones. Le niveau d'études et la classe économique et sociale est pour nous rendre compte déjà de la pratique quotidienne ou pas du sicilien et dans quel pourcentage cette langue était utilisée dans la vie de tous les jours. Des résultats obtenus, nous avons pu comprendre que les Siciliens est jusqu'à nos jours la première langue parlée et utilisée par les 80% de la population locale, tout en restant une langue orale et pas écrite. Donc. Populaire est parfois synonyme de sous-développement culturel et économique. Dans certains cas, la population associe le sicilien à la mafia, car les mafieux parlent et écrivent entre eux seulement en sicilien, pour ne pas se faire comprendre par la justice italienne. En effet, cette langue avait, à nos yeux, et a donc de nos yeux, aux yeux des siculophones, un statut plus de dialecte que de langue. Je vous rappelle que l'Italie a reconnu il y a longtemps le sarde comme langue officielle, et donc représente le sarde la deuxième langue officielle du pays, mais pas le sicilien. En 2017, des linguistes et des universitaires et des passionnés de la langue sicilienne
y compris moi, avons fondé à Palerme l'Accademia della Lingua Siciliana, donc cette académie de la langue sicilienne, dont je suis le président du conseil scientifique et membre fondateur. L'Académie a comme but principal la promotion de la langue et de la culture sicilienne en Italie et à l'étranger, particulièrement dans le pays de forte immigration sicilienne et où la diaspora constitue une force économique et électorale, comme par exemple aux États-Unis ou encore en Argentine, etc. L'Académie est aussi la seule institution italienne qui peut autoriser une publication en langue sicilienne. Suite à la fondation de l'Académie au siège du Parlement sicilien à Palerme, donc l'ancien palais royal du roi normand, un grand problème s'est posé, et c'était le manque d'un manuel en langue sicilienne. Un livre existait déjà, mais ça remontait à la fin de 1800, et donc qui est écrit par un anthropologue historien sicilien, Giuseppe Pitre, et donc impossible à utiliser. Donc avec un collègue de l'université de New York, donc on a pu travailler pendant 2 ans sur un manuel interactif qui est vendu avec un CD aux USA et en Italie et adopté dans toutes les écoles où le sicilien est aujourd'hui enseigné. Ensuite, au fur et à mesure, nous avons commencé à proposer des cours de langue sicilienne aux couches sociales les plus aisées. On a commencé par les couches les plus aisées, qui restaient et qui restent encore d'ailleurs les calcitrantes dans l'apprentissage du sicilien. Et en collaboration avec les préfectures et les mairies de différentes villes et villages de Sicile, nous avons pu pénétrer cette année pour la première fois, après 10 ans, à l'intérieur des écoles niveau collège, pour proposer 2 heures optionnelles hebdomadaires d'enseignement de langue sicilienne. Alors, on a fait des expériences pour voir un petit peu la réaction des élèves. Alors, la première école que nous avons choisie se situe dans un quartier bourgeois de Palerme, où les collégiens maîtrisent parfaitement l'italien, mais pas du tout les siciliens, ou presque. Car à la plupart d'entre eux, leur est interdit de le parler à la maison ou ailleurs. Ils ont un niveau culturel excellent et appartiennent à la bourgeoisie locale avec des parents universitaires, avocats, médecins, ingénieurs, etc. Mais personne n'avait cependant jamais entendu parler du traité de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, proposé sous l'égide du Conseil de l'Europe et adopté en 1992 par son Assemblée parlementaire, et destiné à protéger et favoriser les langues historiques, régionales et les langues des minorités en Europe. Lors de la première réunion, donc, nous avons remis un questionnaire aux élèves qui ont dû remplir et nous retourner. Et sur la base des résultats de ce questionnaire, et vu leur niveau culturel, il était décidé de mettre de côté l'idée initiale, c'est-à-dire celle de réaliser un cours purement de grammaire sicilienne, en optant pour une idée plus particulière avec la proposition d'une discussion spécifique et approfondie de certains sujets. Problématiques, contradictoires, mais en tout cas c'était des sujets intéressants et peu connus et utiles pour développer une pleine conscience linguistique et la maîtrise des questions grammaticales. Donc on a abordé plusieurs sujets, vu le niveau d'études qu'ils avaient et les niveaux culturels, dont l'importance de l'étude de l'utilisation des langues régionales, ou encore l'école poétique sicilienne, l'avenir de la langue sicilienne, etc., etc. Alors, pour comparer l'expérience, toujours dans un collège de la ville de Palerme, mais cette fois-ci dans un quartier assez populaire, avec de gros problèmes socio-culturels et économiques, avec un taux de chômage très élevé, et où domine la culture du travail noir et de la violence, nous avons choisi d'intervenir dans des classes siculophones, ayant le sicilien comme langue maternelle et maîtrisant très mal la langue italienne. Nous avons proposé pendant 6 mois l'enseignement des sciences naturelles en langue sicilienne, pour vérifier si l'enseignement en langue maternelle d'une discipline qui pose plusieurs problèmes à la classe, comme les sciences naturelles, pouvait résoudre totalement, ou au moins en partie, l'échec scolaire. Les collégiens se sont prêtés donc à l'expérience, fréquentant 2 cours, le cours des sciences naturelles en italien et le cours de sciences naturelles en sicilien. À la fin des 6 mois, nous avons fait passer plus ou moins le même examen en italien et en sicilien,
des questions-réponses, donc compréhension, rédaction, aux collégiens. Et nous avons pu remarquer que les résultats liés à la compréhension et à la rédaction de l'examen étaient inexistants en sicilien et donc dans leur langue maternelle. Le contenu du cours était identique, appris de la même façon, mais dans une langue différente. Le degré d'implication et d'intérêt des élèves était très élevé par rapport au cours en italien, avec des questions fréquemment posées et un désir d'apprendre assez remarquable. C'est une bonne chose de pouvoir suivre ce cours en sicilien, a dit la plupart des inscrits. Le niveau culturel global était cependant très faible, voire très bas. Tous les élèves ont réussi l'examen